Donc pour passer au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, donc l'eau, voici un rapide déroulé de comment va se passer cette présentation. Donc je vais revenir dans un premier temps sur la journée mondiale de l'eau, hein, qui est aujourd'hui, le 22 mars. Avant de vous présenter vraiment la ressource de l'eau, hein, c'est bien l'angle d'attaque entre guillemets qu'on va prendre aujourd'hui pour parler de ce sujet. Avant de passer à tout ce qui va concerner notre consommation individuelle et à ce qu'on peut mettre en place au quotidien pour réduire ces consommations. Donc la journée mondiale de l'eau, comme je le disais, qui est aujourd'hui, qui est une journée qui existe depuis 1992, tous les 22 mars, qui à l'origine a été instituée par l'Organisation des Nations Unies et donc qui est pensée comme une journée de sensibilisation sur le thème de l'eau d'une façon assez vaste, hein, mais plus précisément sur la ressource en eau et l'importance de l'eau douce, notamment, on le verra juste après. Donc un des objectifs principaux de cette journée, en complément de tout ce qui est mis en œuvre en parallèle, ça va être de soutenir la réalisation d'un objectif de développement durable. Donc l'ONU a fixé 17 objectifs de développement durable, dont le numéro 6, qui est d'atteindre une eau propre et un assainissement pour tous d'ici à 2030. En parallèle, on est également dans une décennie donc, qui a commencé donc, le 22 mars 2018 et qui se clôturera le 22 mars 2028, décennie internationale d'action eau et développement durable. Donc là, l'objectif principal, hein, ça va être de renforcer les coopérations, de renforcer les partenariats à tous les niveaux pour contribuer à la réalisation des objectifs de l'ONU et des objectifs qui ont été arrêtés au niveau international. Donc, cette journée mondiale de l'eau, chaque année, elle va porter sur un thème spécifique. Cette année 2022, le thème qui a été choisi par les organisateurs, donc c'est le thème des eaux souterraines, de cette ressource invisible, voilà, qui a pourtant un impact très visible partout dans le monde. L'objectif pour nous avec ce webinaire, c'est pas forcément de s'inscrire dans ce thème-là, c'est vraiment de se saisir de l'opportunité comme un prétexte, hein, finalement pour entrer dans le sujet. Je ne m'attarde pas plus sur la journée mondiale de l'eau, on pourra y revenir si vous avez certaines questions plus précises par rapport à ça. Donc on commence tout de suite en rentrant dans le vif du sujet avec l'eau qui est une ressource fragile, hein, on le sait, mais pourquoi est-ce qu'on considère ça comme une ressource fragile? Donc, on va le voir ensemble dans cette première partie. Quand on parle de l'eau, on va parler essentiellement de l'eau douce, puisque c'est bien l'eau douce qui va permettre à l'homme de vivre, hein, en fournissant de quoi boire, de quoi se laver, de quoi cultiver, de quoi se nourrir, etc. Sachant que l'eau douce ne représente qu'une part infime de la totalité d'eau présente sur la planète. L'eau présente sur la planète, ça représente 60% de la surface du globe. Quand on s'intéresse à l'eau douce, voilà, on voit que l'eau douce ne représente que 3%, même pas 3% du volume d'eau global. Donc on est vraiment sur une ressource limitée qui vient essentiellement, donc la grosse majorité, hein, de cette ressource va venir des glaciers, dans une moindre mesure des nappes phréatiques, des nappes souterraines, etc. Enfin, dans tous les cas, de ce qui se passe sous la surface de la Terre. Et puis, dans une moindre mesure, des eaux de surface, lacs, rivières, etc. Les 0,04 derniers pourcents, on va les trouver dans l'air, hein, les nuages, les précipitations, etc. C'est globalement ces deux catégories qui, nous, plus concrètement, vont servir à alimenter nos consommations et les usages qu'on va avoir de l'eau. Donc cette eau qui est relativement rare, hein, l'eau douce relativement rare par rapport à l'eau de façon générale disponible sur la planète, elle est caractérisée par le cycle de l'eau. Alors vous vous rappelez peut-être de vos cours de sciences à l'école, on a tous plus ou moins appris ce schéma qu'on a peut-être un peu perdu, enfin, qu'on a peut-être un peu perdu de nos esprits. Donc l'eau, voilà, ça fonctionne avec un cycle. Donc on va retrouver l'eau à la surface du globe qui va, par un phénomène d'évaporation, se retrouver dans les airs, d'eau de façon générale via les précipitations.
et sinon se déplacer vers les surfaces terrestres, donc via des précipitations également, un phénomène d'infiltration qui va pouvoir réalimenter les eaux souterraines, les eaux de surface qui elles-mêmes vont réalimenter les eaux souterraines jusqu'à ruisseler pour être de retour dans l'océan. Voilà, donc on a vraiment un renouvellement de la ressource qui ne se fait pas à 100%. Alors on a deux problèmes entre guillemets, c'est d'une part que le renouvellement ne se fait effectivement pas à 100%, hein, puisqu'on va avoir certaines pollutions de cette eau douce qui sont irréversibles via la présence de micro-organismes, de substances chimiques, de déchets industriels, etc. Et puis, deuxième impact finalement de notre utilisation de cette eau douce, ça va être le temps, un temps qui peut être relativement long pour que la ressource se renouvelle, puisque ces pollutions toujours vont parfois entraîner des temps de renouvellement assez conséquents. Ces perturbations finalement du cycle de l'eau, faut bien garder en tête que l'intervention humaine et l'activité de l'homme sur la planète et vis-à-vis de cette eau va avoir un impact assez conséquent. Donc un impact qui se voit de plus en plus pour une raison principale qui est l'augmentation de la population. Hein. En un siècle, la population mondiale a été multipliée par 4, a quadruplé. Et donc en parallèle, une consommation d'eau qui, elle aussi, a explosé, puisque pendant que la population quadruplait, la consommation d'eau a, elle, été multipliée par 6. Donc on est de plus en plus. Et en parallèle, on consomme de plus en plus. Voilà, ce qui fait que la ressource commence à diminuer et le manque d'eau se fait de plus en plus ressentir, notamment également parce que le changement climatique peut entraîner, alors pas partout, mais dans certaines régions du globe, hein, ce changement climatique peut entraîner une modification du régime des pluies qui va avoir un impact sur le renouvellement de la ressource en eau douce. Et du fait de l'augmentation de la population, de l'augmentation des consommations, des usages industriels agricoles qui augmentent également en masse, donc usages qui sont très consommateurs d'eau et qui utilisent dans le même temps énormément de polluants, donc qui vont agir également hein, sur la perte finalement de volume d'eau avec ces pollutions irréversibles. On a déjà des conséquences qui apparaissent hein, suite à cette eau qui devient de plus en plus rare. Entre 70 et 2000, les années 70 et les années 2000, la surface concernée par les sécheresses sur la Terre a doublé de surface. La surface a doublé. Autre exemple qui est assez frappant, hein, qui est celui de la mer Morte, puisque depuis une quarantaine, cinquantaine d'années, la mer Morte a perdu un tiers de sa surface. Alors, la mer Morte, ce n'est pas de l'eau douce, hein, puisque c'est une mer, mais c'est bien les activités sur l'eau douce qui ont entraîné cette conséquence, puisque à l'époque, hein, depuis des dizaines d'années, ce sont Israël, la Jordanie, la Syrie, etc., qui ponctionnent le fleuve Jourdain pour répondre à leurs besoins agricoles, ce qui fait que la mer Morte a été de moins en moins alimentée et donc a perdu une grosse partie de sa surface. Donc voilà, des stocks d'eau qui diminuent, qui sont dus essentiellement à une activité humaine et puis des conséquences qui sont déjà là et pour lesquelles les prévisions sont dans la même logique, hein, avec des inquiétudes vraiment sur la diminution des stocks d'eau. Donc, globalement, comment on va la consommer, cette eau? Donc là, vous avez les chiffres à l'échelle mondiale, hein. Il y a 3 grands secteurs de consommation d'eau, 3 grands usages qui vont être la grande majorité qui concerne l'agriculture, la production alimentaire notamment, 20%, donc un cinquième qui va concerner l'usage industriel et 10% qui vont concerner notre consommation à nous, la consommation domestique de l'eau. Donc ces usages, forcément, ils vont rentrer parfois en conflit, en concurrence, ce qui peut participer à la problématique de l'accès à l'eau et compliquer l'accès à l'eau pour certaines régions, certaines populations.
sachant qu'en parallèle, on a quand même une quantité assez conséquente des eaux utilisées pour ces usages qui sont rejetées dans la nature sans aucune dépollution. Voilà, donc si on raccroche ça toujours au cycle de l'eau, on commence un peu à comprendre la problématique qui se joue derrière tout ça. Comme je vous le disais, donc les projections ne sont pas forcément très rassurantes. Les Nations unies, toujours, on projette que d'ici 2050, un quart de la population, une personne sur 4, sera susceptible de vivre dans un pays affecté par des pénuries d'eau chroniques ou fréquentes. Alors, c'est déjà un peu le cas en France, hein. On sait que dans le sud de la France, on fait face déjà depuis quelques années à des pénuries. Ce qui peut être bien plus problématique dans d'autres régions du globe, hein, puisque, et là on va parler, c'est la notion de stress hydrique, hein, vraiment qui prend tout son sens, qui consiste à dire que les ressources en eau disponibles à un certain endroit vont être inférieures à l'eau nécessaire pour répondre à la demande des populations y vivant. Donc encore une fois, tout ça, la majorité de ces conséquences sont dues à l'impact humain, aux activités humaines sur le cycle de l'eau. Voilà, puisqu'on a des prélèvements qui deviennent de plus en plus excessifs sur les eaux superficielles, dans les nappes phréatiques, etc., qui vont réduire la quantité de ressources disponibles et en parallèle, toujours ce changement climatique qui perturbe le cycle de l'eau et qui va rendre l'eau potable plus difficilement accessible. Donc cet accès à l'eau, il va également engendrer des conséquences sanitaires, poser quelques problématiques sanitaires. Aujourd'hui, dans le monde, il faut bien garder en tête qu'un tiers de la population, 30% de la population, n'a toujours pas accès à un service d'eau potable qui est géré en toute sécurité. Et les 2 tiers, 60%, qui n'ont toujours pas accès à un service d'assainissement qui, lui aussi, est géré en sécurité. Donc, la question de l'accès à l'eau et des inégalités face à cet accès à l'eau est toujours un sujet très présent et on voit qu'il y a quand même encore énormément de problèmes à résoudre, même si on a des avancées, hein, évidemment. Depuis 2010, l'eau est considérée, l'accès à l'eau potable et à l'assainissement est considéré comme un droit humain fondamental, hein. C'est l'ONU qui a adopté cette résolution. Et puis des évolutions positives également, puisque depuis 90, on a plus de 2 milliards de personnes qui ont accès à une source d'eau potable sûre. Plus localement et plus récemment, entre guillemets, là c'est très récent, hein, puisque le 16 mars dernier, donc la petite parenthèse actualité, un programme de recherche français qui s'appelle One Water, eau bien commun, a été lancé donc avec 53 millions d'euros sur 10 ans pour financer la recherche, et une approche plus globale de la ressource a été lancée voilà, donc par le CNRS, le BRGM et l'INRAE. Voilà, donc des actions qui sont menées quand même toujours, hein, mais ça c'est assez, on le sait bien, hein, mais des actions qui sont menées pour rendre cet accès à l'eau améliorer cet accès à l'eau tout autour de la planète et résorber ces inégalités d'accès. Voilà pour le contexte un peu général. Je vais passer à la suivante partie, donc la partie suivante qui va s'attarder sur vraiment nous, nos consommations individuelles. Où est-ce qu'elles sont? Qu'est-ce qu'on consomme? Comment on consomme? Donc notre consommation individuelle. En moyenne dans le monde, alors notre à l'échelle mondiale dans un premier temps, après on rentrera plus en détail sur la consommation vraiment à l'échelle de la France. Donc à l'échelle mondiale, en moyenne, un habitant va avoir une consommation de 137 litres par jour et par personne. C'est une consommation très moyenne, puisque en fonction des endroits de la planète, on va retrouver des consommations qui sont extrêmement variables. Donc là, vous avez les 3 exemples principaux, hein. Donc une consommation moyenne de 600 litres d'eau par jour et par personne dans les pays d'Amérique du Nord ou au Japon.
Une consommation plus maîtrisée, hein, en Europe, avec une consommation moyenne de 250 à 300 litres d'eau par jour et par personne. Et puis, presque évidemment, une consommation beaucoup moins importante en Afrique subsaharienne, hein. C'est là les consommations les moins élevées, donc avec une moyenne de 10 à 20 litres d'eau par jour et par personne. Donc ces décalages, ils s'expliquent évidemment par le niveau de richesse des pays, hein. Plus le niveau de vie est élevé, plus les consommations vont augmenter et il s'explique évidemment aussi par les secteurs géographiques, hein, qui sont plus ou moins arides, avec des pluviométries qui sont extrêmement différentes. Dans tous les cas, pour avoir accès à cette eau, d'où est-ce qu'elle vient? Alors simplement, voilà, pour vous rappeler rapidement comment l'eau arrive dans notre robinet pour qu'on puisse la consommer. Et ben, on va avoir tout un circuit de traitement des eaux destiné à la consommation. Donc avec une première étape de prélèvement de l'eau dans un cours d'eau, dans une nappe souterraine, phréatique, etc. Alors rien qu'à ce niveau-là, on a déjà, alors, par exemple, une directive européenne qui va définir des caractéristiques minimales de l'eau pour être rendue potable. Donc on va les prélever dans les cours d'eau, dans les nappes, etc. On va les emmener jusqu'à des centrales de traitement de l'eau, donc traitement physique, traitement chimique, traitement biologique, pour rendre l'eau potable. Cette eau potable qui va être ensuite stockée, puis distribuée aux consommateurs, alors consommateurs particuliers, industriels, enfin, quels qu'ils soient, avant d'être récoltée pour être retraitée. Donc là, on est sur les eaux usées, hein, suite à notre consommation. Donc eaux usées qui vont être retraitées et donc emmenées vers les usines de dépollution avant d'être rejetés dans leur milieu naturel. Et donc là aussi, on va avoir un cycle qui se fait de façon plus restreinte, évidemment. Donc cette eau qu'on va acheminer jusqu'à notre robinet, globalement, comment on la consomme? Et là, on va rentrer dans une échelle un peu plus locale, hein, puisque là, les chiffres vont être à l'échelle de la France. Donc en France, on a vu, hein, en Europe qu'on était sur une consommation moyenne de 250 à 300 litres par jour et par personne. En France, on est en dessous de cette moyenne, puisque le Français consomme en moyenne 148 litres d'eau par jour. Donc cette eau, on va l'utiliser pour différents usages. Essentiellement pour tout ce qui relève de l'hygiène, alors hygiène du corps ou du linge, de la vaisselle même, voilà, mais tout ce qui est hygiène, ménage, pour la cuisine, et puis dans une moindre mesure pour boire. Alors on pourrait considérer que voilà, l'eau qu'on utilise pour boire représente un volume assez important. Finalement, vraiment pas tant que ça par rapport à toute l'eau qu'on va pouvoir consommer par ailleurs. Donc un certain pourcentage également pour tout ce qui va être du lavage de voiture, de l'arrosage du jardin et puis toutes les activités qu'on va pouvoir avoir en parallèle. Donc cette eau, elle a un coût, hein, alors le coût moyen, en 2017, il était, alors ça c'est les chiffres de l'agence de l'eau Seine-Normandie, donc vraiment sur le bassin de la Seine. Le coût moyen en 2017 était de 4,24 € par mètre cube, ce qui correspond finalement, si on prend cette consommation moyenne, à plus ou moins 60 centimes d'euros par jour, pour donner simplement un ordre d'idée. En sachant que ces coûts de l'eau sont très variables d'une commune à l'autre, du fait des travaux de maintenance qui vont être effectués sur les réseaux, du fait des difficultés qui peuvent être, ne serait-ce que pour avoir accès à la ressource, des difficultés d'acheminement, etc. Ce qui donne des coûts extrêmement variables d'un secteur géographique à l'autre, voire même d'une commune à l'autre. Alors, vous pourrez consulter, je n'ai pas précisé, mais vous aurez le support, hein, de présentation suite au webinaire. Vous pouvez consulter sur ce site-là, donc il y a un site officiel, hein, du ministère, les coûts de l'eau, alors coût de l'eau potable, mais aussi coût des réseaux d'assainissement, commune par commune, voilà, pour avoir une idée vraiment du coût par rapport à vos voisins, etc. Donc simplement pour revenir sur ce chiffre de 148 litres d'eau par jour et par personne, pour donner également une comparaison, il y a 40 ans,
on était plutôt autour d'une centaine de litres d'eau par jour et par personne seulement. Donc, on voit que rien qu'en 40 ans, nos consommations ont augmenté, hein, ont bien augmenté. Et encore plus marquant, évidemment, hein, depuis le XVIIIe siècle, on a une consommation de presque 120 litres de plus, donc depuis le XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Alors, ces consommations, voilà, donc vous avez vu la répartition globale de notre utilisation de l'eau dans notre logement au cours de notre quotidien, enfin, dans notre quotidien. Plus concrètement, nos consommations, elles vont dépendre donc de nos activités. Vous voyez là des ordres de grandeur vraiment de ce à quoi correspond vraiment une douche. Typiquement, voilà, une douche va consommer en moyenne 40 à 80 litres d'eau. Un bain, évidemment, c'est beaucoup plus, hein, on est quasiment au double. Un robinet ouvert, on va être sur une consommation de 12 litres par minute. Les fuites, les robinets qui goûtent, là aussi, ça peut devenir des consommations assez importantes. La moyenne est de 4 litres perdus par heure. Une chasse d'eau, 6 à 12 litres d'eau. Et puis après, tout ce qui va être tout ce qui relève de l'entretien. Donc, un cycle de machine à laver, 40 à 90 litres d'eau. Un lave-vaisselle, 25 à 40. Le lavage d'une voiture, bon, alors là, c'est évidemment une moyenne, hein, parce que ça va forcément dépendre de la façon dont on lave sa voiture. Mais on est sur une moyenne de 200 litres. Et pour ce qui relève de l'arrosage du jardin, on va être sur une moyenne de 15 à 20 litres d'eau par mètre carré de surface arrosée. Vous aurez accès également à ce simulateur, donc un calculateur de votre consommation d'eau annuelle pour pouvoir voir justement voilà, par rapport à cette consommation moyenne de 148 litres d'eau par personne, où est-ce que vous vous situez. Donc ça, c'est un calculateur qui a été réalisé par le Centre d'information sur l'eau. Voilà, qui, en répondant à toute une série de questions sur vos habitudes, sur vos façons de consommer, estimera la quantité d'eau que vous êtes susceptible d'utiliser. Donc ça, ce sont les consommations moyennes qu'on voit, hein, puisque cette eau qu'on va utiliser, on la voit très concrètement sortir de nos robinets, sortir de nos tuyaux, etc. Mais dans notre consommation quotidienne, il faut savoir qu'on a toute une partie cachée de l'eau, et c'est ce qu'on appelle l'eau virtuelle, ou ce qu'on appelle également l'empreinte eau. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte, via cette empreinte eau ou cette eau virtuelle, la totalité d'eau douce qui aura été nécessaire pour produire un produit, dans toutes les phases de production, hein, de la fabrication, la transformation, etc. Donc, vous voyez avec ces chiffres qui peuvent être assez surprenants que l'eau est présente vraiment partout, hein, pour la fabrication de nos biens de consommation, des produits, etc. Et donc que nos choix de consommation ont aussi un impact sur notre consommation d'eau, enfin, notre consommation de façon générale, qui va avoir un impact sur notre consommation d'eau. Alors là aussi, ce sont des moyennes, hein, évidemment. Il peut y avoir plusieurs débats sur la façon de calculer cette empreinte eau. Là, les chiffres que vous voyez sont issus des analyses du réseau Water Footprint, qui justement a mené un énorme travail de quantification et d'évaluation de ces empreintes eau, alors sans forcément rentrer dans le détail, mais voilà, qui prend en compte vraiment toute la ressource eau nécessaire pour produire un bien de consommation. Donc on voit que c'est très variable, hein, mais une pomme de terre qui va nécessiter 287 litres d'eau pour qu'on puisse la consommer, une tasse de café, une petite tasse de café qui va nécessiter 132 litres d'eau pour sa production, une tranche de fromage, 320 litres d'eau, une paire de chaussures en cuir, 8000 litres d'eau, une feuille à 4, simplement une feuille à 4 qui va nécessiter 10 litres d'eau pour sa fabrication. Et puis, alors par exemple, un t-shirt en coton, alors là, c'est vraiment une grosse moyenne, puisque les consommations en eau pour le coton, par exemple, peuvent être très variables en fonction du secteur géographique où va être produit ce t-shirt. Donc 2500 litres pour un t-shirt, c'est une moyenne, hein, mais si on est à d'autres endroits du globe, la consommation, ça peut aller de 1500 litres en Chine, par exemple, à plus de 5500 litres si on est sur un t-shirt produit en Inde.
également. Donc, vous voyez qu'il y a quand même 2 secteurs, qui vont avoir un impact assez important sur la consommation d'eau. Donc notamment les 2 secteurs de, l'industrie textile et de l'alimentation qui sont, extrêmement consommateurs d'eau, puisque, oui, alors je vois une remarque, oui, le pompon revient au jean. C'est vrai qu'on a parlé du t-shirt en coton. Pour un jean, oui, ça va aller, encore plus loin puisqu'on va avoir beaucoup plus de matière, entre autres, et puis parce que, le jean nécessite plus d'eau pour la fabrication. Le jean nécessite énormément d'eau pour sa fabrication. Donc cette industrie textile, elle va, représenter 93 millions de mètres cubes prélevés par an, ce qui représente 4 de l'eau potable disponible. Alors, on fonctionne en entonnoir, on avait 72 de la surface du globe, qui était recouverte d'eau. Dans ces 72 on a 3 d'eau douce qu'on va pouvoir utiliser. Dans ces 3 d'eau douce, on va déjà en avoir 4 qui va concerner l'industrie textile, et dans ces 4 on va en avoir un quart qui concerne uniquement la production de coton, qui est une espèce, végétale qui demande beaucoup d'eau, pour sa production, pour sa transformation, etc. Donc l'industrie textile extrêmement gourmande en eau douce, sachant que là aussi, l'industrie textile, on est sur une explosion de la consommation, à l'échelle mondiale. Je ne sais pas si je vous apprends quelque chose, en parlant de fast fashion, etc. Donc une consommation de plus en plus importante via l'industrie textile, qui entraîne une consommation extrêmement importante des ressources en eau. Et puis, deuxième exemple assez parlant, et qui va concerner l'alimentation, qui, du fait de l'augmentation, l'explosion de la population mondiale, forcément va augmenter également. On assiste également à un phénomène d'homogénéisation des régimes alimentaires, avec toujours ce changement climatique en parallèle. Là, sur une période de 40 ans, on a vu la surface de terres irriguées qui ont plus que doublé, une augmentation de 117% des terres irriguées. Toujours en gardant en tête que pour produire 1 kilo de blé, on va utiliser en moyenne 600 litres d'eau. Pour produire 1 kilo de bœuf, on va utiliser en moyenne entre 550 et 700 litres d'eau. Alors, les sources ne sont pas les mêmes entre ce water footprint, cette empreinte eau, et ces chiffres que vous voyez indiqués là. La différence entre les deux, c'est l'eau qu'on va prendre en compte, puisqu'on va distinguer différents types d'eau, que ce soit l'eau qui tombe directement, la pluie qu'on va pouvoir réutiliser directement pour produire ces biens de consommation, que ce soit l'eau qu'on va acheminer et qu'on va utiliser pour la production, la fabrication, et puis l'eau qu'on va rejeter, donc l'eau nécessaire à la dépollution de l'eau qu'on a utilisée. Typiquement, là, dans tous ces chiffres-là, Water Footprint utilise ce qu'on appelle l'eau verte, donc qui est l'eau issue des pluies, ce qui a été un peu remis en question par différents organismes. Là, ce sont des chiffres donnés par l'INRA qui, justement, mettent de côté cette eau issue des pluies. Donc, si on prend les chiffres de Water Footprint pour 1 kilo de bœuf en prenant en considération cette eau verte, on arrive à presque 15 000 litres d'eau. Voilà, mais actuellement, il y a quand même pas mal de débats sur comment on va calculer cette empreinte eau, qu'est-ce qu'on va prendre en compte vraiment comme eau nécessaire à la fabrication, à la transformation, etc. Même si, dans tous les cas, évidemment, ça représente des volumes d'eau assez considérables. Alors, le bœuf, c'est vrai qu'on le prend souvent en exemple parce que c'est l'espèce animale qui va demander le plus de volume d'eau. Alors, à titre de comparaison, on va être à un tiers de moins pour tout ce qui va être mouton. On va être à presque la moitié pour tout ce qui est porc et chèvre, et à presque 2 tiers de moins pour le poulet, par exemple. Mais c'est pour ça qu'on prend souvent en compte l'exemple du bœuf qui est le plus consommateur. Donc voilà, on a des consommations d'eau qui sont assez importantes, que ce soit de l'eau qu'on voit, de l'eau qu'on ne voit pas. Mais
on peut agir quand même à son échelle, même si bien sûr on ne va pas résoudre tout seul les problèmes d'accès à l'eau de la planète. Mais au quotidien, voilà, on va pouvoir agir quand même sur nos consommations d'eau. Alors essentiellement nos consommations d'eau visibles, hein, forcément c'est plus facile d'agir sur ce qu'on voit directement. Aujourd'hui, l'OMS considère que la quantité d'eau nécessaire par jour pour vivre confortablement, c'est une consommation de 100 litres d'eau, avec une autre valeur hein, qui est de 50 litres d'eau pour vivre décemment. Donc, il y a bien cette idée de décence et de confort. Si on reste sur l'idée de confort, donc une consommation de 100 litres d'eau par jour et par personne, donc on voit que nous, en France, on est un petit peu au-dessus de ça quand même. Hein. Je vous rappelle qu'on était à 148 litres d'eau par jour et par personne. Et c'est à partir de cette valeur-là qu'on va commencer à parler de gaspillage de l'eau. Donc pour lutter contre ce gaspillage, il est possible hein, à notre échelle de mettre en œuvre certains gestes. Donc là, on va parler d'éco-gestes. Alors on entend beaucoup parler d'éco-gestes pour tout ce qui va relever du domaine de l'énergie qu'on utilise, l'électricité, le chauffage, etc. Donc là, on a toute une série d'éco-gestes qu'on peut mettre en place pour réduire ses consommations. On peut également les mettre en place pour réduire ses consommations d'eau. Donc, ça va se jouer à plusieurs niveaux. Et si on balaye un petit peu les pièces de la maison, puisque c'est bien là que ça va se passer essentiellement, dans la cuisine, par exemple, on va pouvoir fermer au maximum les robinets. Alors, ne serait-ce que le temps de faire la vaisselle, le temps de se laver les mains, etc. Fermer les robinets à ce moment-là, ça va permettre d'économiser un peu d'eau. Le fait d'utiliser une bassine pour faire sa vaisselle, pour justement consommer moins d'eau. Utiliser le lave-vaisselle uniquement lorsqu'il est plein et pas faire tourner de cycle pour peu de vaisselle. Et puis, autre action là, qui peut permettre de réduire finalement pas mal les consommations, ça va être d'installer des mousseurs sur les robinets. Donc, les mousseurs, c'est ces petits équipements que vous voyez là, qui en moyenne peuvent faire passer d'une consommation sans mousseur de 10 à 12 litres d'eau par minute, c'est les valeurs qu'on a vues tout à l'heure, hein, à une consommation réduite de moitié, donc en moyenne de 5 litres par minute. Au niveau de la salle de bain, évidemment, il y a aussi beaucoup de choses à faire. Donc, au niveau de la chasse d'eau, par exemple, donc installer une chasse d'eau économique à 2 vitesses. L'astuce de grand-mère, c'est aussi de mettre un volume dans la chasse d'eau, donc que ce soit une brique, que ce soit une bouteille d'eau remplie d'eau qu'on va pouvoir mettre dans la chasse d'eau pour économiser le volume de cette bouteille à chaque fois qu'on tire la chasse. Ça va être évidemment de privilégier les douches au bain hein, qui n'ont pas du tout la même consommation d'eau, de réduire le temps de sa douche ou en tout cas de le limiter à 5 minutes. Donc là aussi, hein, il existe des petits sabliers qui peuvent être facilement installés dans la douche. On peut aussi choisir une chanson qui dure 5 minutes et la chanter sous la douche, sortir de là dès qu'on a fini de chanter. Voilà, on peut trouver des astuces plus ou moins ludiques pour rendre ces éco-gestes plus faciles à adopter. Toujours à la fermeture des robinets pendant la toilette, pendant le brossage des dents. Autre astuce qui va être de récupérer le premier jet d'eau froide dans sa douche, donc en gardant à proximité un seau, un arrosoir, etc. Eau qu'on va pouvoir réutiliser pour arroser ses plantes. Alors ça, c'est valable pour la douche, mais c'est valable pour tous les moments où on va tirer de l'eau, hein, finalement. Et puis, en complément des mousseurs, là, pareil, la possibilité d'installer un pommeau de douche économique qui va permettre également de réduire ses consommations. Autre endroit où on peut réduire ses consommations, ça va être dans le jardin. Donc dans le jardin, on va pouvoir jouer sur ses consommations donc en prévoyant, en privilégiant l'arrosage des plantes tôt le matin ou tard le soir. Ça va permettre d'avoir de diminuer le phénomène d'évaporation qui sera plus important aux heures les plus chaudes que si on arrose le matin ou le soir. Éviter d'arroser la pelouse, si on n'a pas forcément besoin tout au long de l'année. Utiliser un seau d'eau pour tout ce qui va être travaux d'entretien, de nettoyage de la voiture notamment, qui va nous permettre d'éviter cette consommation continue et ce jet continu donc pour privilégier un volume moins conséquent d'eau. Et puis, alors là, intervention peut-être un peu plus conséquente, quoique, ça va être de récupérer l'eau de pluie pour la transformer en autres usages. Donc, par rapport à l'eau de pluie, on va avoir deux possibilités qui vont être soit
d'installer un récupérateur d'eau de pluie extérieur. C'est le plus classique, c'est le plus facile à installer. Donc, on va pouvoir installer des cuves qui permettent de récupérer l'eau de pluie, eau qu'on va pouvoir récupérer et réutiliser. Donc là, on va être sur un usage extérieur uniquement. C'est de l'eau qui ne va pas être potable et propre à la consommation. Donc, on va pouvoir la réutiliser uniquement pour l'usage extérieur. Et autre solution, ça va être donc les récupérateurs d'eau de pluie enterrés, associés à une pompe électrique qui là, donc là c'est des installations forcément plus conséquentes, puisque enterrées, etc., associées à une pompe. On va avoir des volumes de stockage la plupart du temps plus importants et surtout on va pouvoir réutiliser l'eau récupérée pour alimenter la machine à laver, les toilettes, etc. Enfin, l'eau qu'on ne consomme pas directement, nous, pour boire, pour laver les fruits, les légumes, etc. Mais ce qui va permettre de fortement réduire l'eau qu'on consomme, notamment quand il pleut beaucoup, évidemment. Voilà globalement sur les éco-gestes qu'on peut adopter dans notre logement. Évidemment, ce n'est pas le seul endroit où on va pouvoir économiser l'eau. Ça se joue également du côté des collectivités. Alors, les collectivités peuvent agir également sur la consommation d'eau, évidemment. Donc, pareil, en récupérant l'eau de pluie, par exemple, il peut même être envisagé de récupérer les eaux usées. En désimperméabilisant au maximum les sols, puisque l'imperméabilisation des sols va bloquer l'accès de l'eau aux nappes phréatiques. Donc, les nappes phréatiques vont beaucoup moins se remplir plus les sols sont imperméabilisés. Donc, le fait de désimperméabiliser les sols va permettre un renouvellement de la ressource en eau. On revient toujours au schéma qu'on a vu en tout début de présentation du cycle de l'eau. Ce renouvellement de l'eau va se faire beaucoup plus facilement quand on est sur des sols qui ne sont pas imperméabilisés. Il peut y avoir des moyens d'action également au niveau de l'arrosage public, au niveau même du choix des végétaux plantés dans la ville, puisque certaines espèces sont plus ou moins gourmandes en eau. Donc ça peut être aussi étudié pour limiter les consommations. Voilà, et en plus, en parallèle, c'est possible de récupérer l'eau de pluie. Et puis, ça se décline également pour le secteur agricole, c'est-à-dire de choisir des cultures, des pratiques agricoles qui sont adaptées voilà, aux consommations, au secteur géographique, etc. et qui vont pouvoir être peut-être un petit peu moins gourmandes en eau. Tout comme en parallèle favoriser toujours cette réabsorption de l'eau par les nappes phréatiques. Voilà, globalement, j'ai fait le tour. L'objectif n'était pas forcément d'aller beaucoup plus loin aujourd'hui, mais bien de brosser vraiment le panorama un peu de cette ressource, de comprendre d'où elle vient, de comprendre où elle va, de comprendre ce qu'on peut faire pour limiter un peu nos consommations et avoir un impact alors à notre échelle. Forcément, on ne va pas économiser toute l'eau de la planète, mais d'avoir quand même un impact à notre niveau pour participer à cette économie de la ressource qui va manquer de plus en plus. Avez-vous des questions? Vous pouvez les noter, sinon on va gentiment clôturer le webinaire. Alors, a priori, il n'y a pas de questions supplémentaires. Eh bien, écoutez, si vous n'avez pas de questions en plus, je vous propose de nous arrêter là. Merci en tout cas d'avoir été avec nous et de vous être inscrits ce soir à ce webinaire. Je vous rappelle nos coordonnées, donc l'espace France Rénov', dont j'ai parlé en tout début de présentation, donc l'espace de conseil en rénovation énergétique. Vous pouvez nous contacter par téléphone, par mail, venir en rendez-vous dans nos locaux pour qu'on échange sur vos projets de rénovation. Et puis, globalement, si vous avez d'autres questions qui vous viennent par la suite sur le thème auquel on s'est intéressé ce soir, n'hésitez pas à nous les poser.
Dans tous les cas, vous recevrez dans les prochains jours le support de présentation avec les liens dont on a parlé, et puis en complément quelques éléments de bibliographie qui vous permettront d'aller approfondir un peu le sujet, si vous en avez envie. Et puis donc, sous peu, un replay qui sera disponible, sur la chaîne YouTube de l'ALEC. Voilà. Je vous remercie en tout cas pour votre, présence et puis, peut-être à bientôt pour un autre, webinaire. Merci à vous.